Bonjour et bon réveil, c'est le morning. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité. Ce matin, Israël toujours au cœur d'une vague terroriste. Et cette question, est-ce que la diplomatie peut encore arrêter cette machine infernale? Ban Ki-moon est attendu en Israël ce mardi pour une visite surprise. La France, elle, déposera ce soir à l'ONU sa résolution sur une présence internationale sur le mont du Temple en Israël. On voit rouge. Et puis sur le terrain, les Palestiniens appellent à une journée de la colère. Ce mardi, le Hamas va plus loin et appelle à la reprise des attentats suicides. Peut-on parler d'un changement de palier dans cette vague terroriste? En Cisjordanie, vous allez le voir, les hommes armés et masqués ont refait leur apparition dans les rues. Décryptage dans un instant. Et puis on s'arrête également ce matin sur l'identité du terroriste de Be'er-Sheva. L'homme était israélien, bédouin du Negev, généralement intégré et servant même sous les drapeaux israéliens. La communauté bédouine condamne largement cette attaque. Et au lendemain des attentats de Be'er-Sheva, on condamne également en Israël la mort d'un réfugié érythréen pris à tort pour un second terroriste. Il a été blessé par un agent de sécurité israélien puis lynché par la foule. Le point sur l'enquête dans un instant. On tente également de comprendre comment le climat de peur a conduit à une telle tragédie. Enfin, dans ce climat justement, les Israéliens tentent de faire face et décident de rire malgré tout et même de la situation. Exemple à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. La diplomatie au devant de la scène ce mardi, alors qu'Israël est entré dans sa 3e semaine d'attaque terroriste. Ban Ki-moon est attendu dans la journée pour une visite surprise. La France, je vous le disais, déposera ce soir à l'ONU sa résolution sur une présence internationale sur le mont du Temple. Résumé, Myriam Aman. Une visite surprise de quelques heures. Le secrétaire général des Nations Unies sera ce mardi en Israël et dans les territoires palestiniens avec un objectif: tenter de calmer la situation. Ban Ki-moon rencontrera le Premier ministre israélien et se rendra ensuite en Cisjordanie. Une visite qui coïncide avec une résolution que doit déposer la France devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Paris propose que des observateurs internationaux soient déployés sur le mont du Temple, au centre des violences dans la région. Une proposition rejetée à la fois par Israël, les États-Unis et la Jordanie, mais soutenue par l'autorité palestinienne. L'initiative française n'est pas encore finalisée. Elle est en train d'être discutée. Elle a été discutée par les Européens, les Arabes et notre représentant à New York. Et nous l'avons bien accueillie. Nous y travaillons. Nous pensons que c'est une contribution positive au blocage actuel. Les attentats et les violences en Israël et en Cisjordanie seront également au cœur de la rencontre cette semaine en Allemagne entre John Kerry et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le secrétaire d'État américain a par ailleurs annoncé sa volonté de s'entretenir également dans les prochains jours avec le président de l'autorité palestinienne, en Jordanie cette fois. Je suis en train de finaliser les préparatifs en vue d'une rencontre avec le Premier ministre Netanyahou et le président Abbas pour voir si nous pouvons trouver des avancées spécifiques qui puissent restaurer le calme, mettre fin aux atroces violences et aux meurtres qui n'ont aucun sens. Sur le terrain, la tension est toujours vive. Mahmoud Abbas a rejeté lundi l'idée d'une rencontre avec Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien s'était dit prêt à rencontrer le dirigeant palestinien afin de tenter d'apaiser la situation. Benjamin Netanyahou, dont la cote de popularité baisse auprès des Israéliens, dans un sondage sur la 2e chaîne, plus de 3 Israéliens sur 4 affirment qu'il a échoué dans son rôle de monsieur sécurité. Bonjour Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Est-ce que la diplomatie, Ban Ki-moon, John Kerry, qui entrera en piste demain, peut encore faire quelque chose pour endiguer cette vague de violence? S'ils arrivent à toucher le fond de cette violence, la cause fondamentale de cette violence, à savoir l'incitation à la haine et à la violence dans l'autorité palestinienne, je doute que Ban Ki-moon le fera, je doute que John Kerry le fera à la lumière de sa déclaration la semaine dernière. Il faut bien comprendre qu'il y a une incitation qui dure depuis plus de 2 semaines, plus d'1 mois même, au sein de l'autorité palestinienne, du Hamas et du mouvement islamique israélien. La question est de savoir si le diplomate américain et le secrétaire général de l'ONU
feront pression sur Abbas là-dessus ou pas. Alors un mot également de l'initiative française. À l'ONU, une résolution sera déposée ce soir pour exiger une présence internationale sur le mont du Temple. Une initiative qui agace les Israéliens. L'ambassadeur français en Israël a été convoqué hier à Jérusalem. Le ton était extrêmement sec. Jérusalem reproche à la France d'adopter le narratif palestinien, de récompenser le terrorisme par cette initiative et de porter même atteinte à sa souveraineté. Est-ce que ce sont des reproches justifiés? Oui. Ce sont des reproches justifiés dans la mesure où le mont du Temple, comme le reste de Jérusalem, est sous souveraineté israélienne et par conséquent la France se mêle de ce qui ne la regarde pas en ce qui concerne la souveraineté d'Israël, premièrement. Deuxièmement, cette violence est le fruit d'une propagande mensongère palestinienne et par conséquent, dès l'instant où la France, avant même de vérifier les faits, demande à envoyer des observateurs, elle assume, elle prend parti avec le narratif mensonger palestinien, sans vérifier les faits. Troisièmement, la France est quand même assez mal placée pour soumettre une telle résolution, quand on sait la façon dont il y a ces dernières années, ces derniers mois, de nombreux attentats islamistes en France, et que la France elle-même n'est pas capable de protéger les communautés juives et autres sur son propre territoire, elle est quand même assez mal placée pour soumettre une telle résolution au Conseil de sécurité. Alors ce n'est pas la seule résolution française qui agace les Israéliens. On se souvient d'un projet de résolution sur une date butoir pour la création d'un État palestinien, discuté depuis plusieurs mois à Paris. Est-ce qu'on peut dire que les deux pays, Israël et la France, traversent une zone de turbulence diplomatique? Non, je pense qu'il y a des désaccords très réels sur ces deux initiatives qui viennent essentiellement du Quai d'Orsay et de Laurent Fabius. Mais n'oubliez pas que sur l'initiative concernant la fameuse date butoir, les Américains s'y opposent. Et même l'initiative sur les observateurs, vous remarquerez que même la Jordanie s'y oppose, parce que la Jordanie considère toujours qu'elle a une responsabilité sur le mont du Temple. Elle ne veut pas de cette internationalisation. Les seuls qui veulent cette internationalisation, ce sont les Palestiniens. Donc la France, finalement, se trouve isolée aussi bien sur sa résolution sur le mont du Temple que sur la fameuse date butoir. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Voilà, on suivra évidemment la visite de Ban Ki-moon aujourd'hui dans la région. Et dans ce contexte, les Palestiniens appellent à une journée de la colère. Ce mardi, le Hamas va même plus loin. Il appelle ses sympathisants en Cisjordanie à franchir un cap dans les violences en commettant des attentats suicides. Un appel lancé hier par le responsable Fatih Hamad. On l'écoute. Nous jurons devant Dieu que cette intifada se poursuivra jusqu'à Jérusalem. La Cisjordanie et la Palestine sont libérées et cela va continuer si Dieu le veut. Nous allons donner notre sang à Jérusalem, notre travail, nos efforts, notre argent et notre volonté 24 heures sur 24. Mes frères et mes sœurs, les combattants de la Palestine, nous devons tous unir nos efforts à l'appui de cette intifada qui est dirigée par les habitants de Jérusalem, bénis par le prophète. Si la situation est loin de s'apaiser, c'est peut-être à cause de ces appels palestiniens, notamment d'abandonner les couteaux au profit des armes à feu. En Cisjordanie, les hommes armés, masqués, ont refait leur apparition dans les rues. Alors peut-on parler d'un changement de palier dans cette vague terroriste? On voit ça avec vous, Dror. Oui, écoutez, effectivement, un changement de palier, pour l'instant, qui n'a pas encore été tout à fait effectif parce que les attentats de ces derniers jours ont été commis soit, encore une fois, à l'arme blanche. Les armes à feu ont fait leur apparition, effectivement, mais l'apparition d'armes à feu ne nécessite pas forcément, ne témoigne pas forcément d'une véritable structure terroriste derrière chacun des individus qui ont passé à l'acte, notamment le dernier cas en date, celui de Beersheba. Alors ça, c'est des images qui ont été filmées par nos confrères de la chaîne de télévision numéro 2 à Ouchtime en Israël, d'hommes armés qui circulent dans le camp de réfugiés de Kalandia au nord de Jérusalem, en Cisjordanie. Ce sont des membres des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, donc la branche armée du Fatah, non pas du Hamas. On y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, cette seconde phase, pour l'instant, n'est pas encore effective, mais elle pourrait se caractériser effectivement par l'apparition de plus en plus fréquente d'armes à feu dans les attentats, et aussi par l'implication d'organisations terroristes à proprement parler, parce que jusqu'à maintenant, des individus effectivement influencés par un état d'esprit parmi les Palestiniens, mais des individus passés à l'acte et non pas des organisations. Voilà, et cette deuxième phase dépendra effectivement de cette organisation, de cette prise en charge de cette vague par les organisations islamistes palestiniennes et non plus des initiatives, comme on l'a vu jusqu'ici, spontanées de loups solitaires. Par les organisations islamistes, vous avez mentionné tout à l'heure le Hamas qui a appelé hier
ses partisans, notamment en Cisjordanie, à lancer des attentats, une campagne d'attentats suicides en Cisjordanie, à Jérusalem et peut-être même aussi en Israël même, mais pas seulement le Hamas. Djibril Rajoub, l'une des figures les plus importantes du Fatah, a qualifié d'actes héroïques les attentats de ces derniers jours. Et puis, on va écouter peut-être l'un des responsables de ces hommes masqués et armés, lourdement armés, qu'on a vu circuler dans le camp de réfugiés de Karlandia, donc l'un des responsables des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Il répondait aux questions de notre confrère de Arutz 2, Oad Khemo. يكون هسه نحن في انتفاضه زي ما بيسموها نحن مع الهبة الجماهيرية والتي ترقى لاسم انتفاضة بكل المقاييس هي انتفاضة شعبية. أنت تتحدث عن شهيد إلى 2 يوميا، أنت تتحدث عن عمليات نوعية، طعن، إطلاق نار، دهس. شو يعني انتفاضة؟ بيسووا مفاعل نووي في المقاطعة وقتها بتعلن عن انتفاضة. وانتوا انتفاضة شعبية. الأصل هو الشارع، إحنا الأصل. مش القيادات ومش الفصائل. وانتم بتستخدموا هدول البواريد السلاح هذا؟ نعم سنستخدمه في المكان والزمان الصحيح. Voilà, donc c'est très clair. Ces armes ont été utilisées lorsque l'armée israélienne a fait une incursion dans le camp de réfugiés pour une opération assez fréquente, arrêter un suspect. Il y a eu effectivement des échanges de coups de feu, mais pour l'instant, pas d'attentats, pas d'organisation terroriste derrière les attentats. Ça risque de venir, ça peut venir. C'est effectivement ce que craignent les services de sécurité. Alors si ce scénario se concrétise, effectivement, est-ce que les forces de sécurité sont prêtes à faire face? Paradoxalement, pour les forces de sécurité israéliennes, il est plus facile de déjouer des attentats organisés que des attentats individuels. Lorsque une organisation terroriste décide de lancer un attentat, elle laisse des traces. Les services de renseignement israéliens, le Shabak, sont très performants. Parfois, d'ailleurs, ils coopèrent avec les services de l'autorité palestinienne qui ont un ennemi commun, c'est le Hamas. Donc, c'est presque plus facile, encore une fois, pour les services de sécurité israéliens de déjouer ce genre d'attentat. Mais malheureusement, en cas d'échec et il n'y a pas de réussite totale, eh bien, le résultat sera ou serait plus meurtrier. Beaucoup plus meurtrier. Merci, Dror. Et on s'arrête à présent sur l'identité du terroriste de Be'er-Sheva. L'homme était israélien, bédouin du Negev. Alors, généralement intégré, servant même sous les drapeaux israélien, et bien cette communauté bédouine est-elle en train de virer de bord? La question reste ouverte. Son portrait signé Joseph Emmanuel. Cette vidéosurveillance montre une scène de panique. Nous sommes dans la gare routière de Be'er-Sheva en Israël. Un terroriste vient d'ouvrir le feu. Il tue sur le champ un soldat, blesse une dizaine de personnes avant d'être abattu. La scène se passait hier. Le terroriste est un arabe israélien de 21 ans. Oura, une localité de 17 000 personnes, à une centaine de kilomètres de Tel Aviv, tout près de Be'er-Sheva. C'est ici que vivait Mohanad El-Oukbi, le jeune terroriste, précisément à la lisière de cette route. Nous nous trouvons à Oura, dans le village de l'assaillant de Be'er-Sheva. Tout le monde ici le connaissait et la plupart des bédouins de cette localité disent ne pas comprendre pourquoi un de leurs jeunes a pu commettre un tel acte. La famille espère maintenant le retour du corps pour l'enterrer ici, dans son village. Nous interrogeons les jeunes hommes qui viennent à notre rencontre, attirés par notre caméra, mais personne n'accepte de répondre à nos questions. Tous se disent en deuil après la mort de leur ami, mais ils ne parleront pas plus. Ils nous disent qu'il faut parler au cheikh, un oncle de l'assaillant, le seul autorisé à communiquer. Je dénonce tous les faits de violence et de terrorisme venant de tous les camps. Mais ce qui s'est passé hier est une catastrophe pour notre village. Un village d'habitude bien calme, et le discours du cheikh est précis. Il reflète une méfiance palpable, en partie due à ce qui se passait ici il y a quelques mois. Une cellule de l'État islamique était démantelée, 6 enseignants arrêtés pour avoir diffusé auprès de leurs jeunes élèves les thèses de Daesh. Certains étaient sur le point de partir en Syrie, dans les rangs de la mouvance djihadiste. Les Bédouins d'Israël ont toujours été perçus comme éloignés des revendications politiques du camp palestinien, même si, comme le rappelle le chef bédouin de la région, on se sent ici autant israélien que palestinien. Nous sommes avant tout des citoyens de l'État d'Israël, mais nous sommes également palestiniens. Et entre notre identité et notre citoyenneté, nous devons préserver l'ordre et être un pont pour la paix. Une communauté loin des grandes villes,
loin des lignes de tension, loin des problèmes. Mais la vague d'islamisme qui recouvre le Moyen-Orient depuis quelques années semble aussi s'être installée ici, en plein désert du Negev, chez les Bédouins d'Israël. Alors la première victime de cet attentat à Beersheva est un soldat israélien. Il était âgé de 19 ans et a été inhumé hier. La deuxième victime, je vous le disais, c'est un réfugié érythréen de 27 ans. Il a été pris à tort pour un second terroriste et blessé par un agent de sécurité, puis lynché par la foule. L'incident tragique a été vivement condamné en Israël par l'ensemble du gouvernement et pose question sur le climat généré par cette vague d'attentats. Julia Ganancia. Les images sont dures, mais témoignent du climat de peur-panique dans le pays. Le sang par terre n'est pas celui d'un terroriste abattu par la police, mais celui d'un Érythréen innocent. Dimanche soir, un Arabe israélien sème la panique en entrant armé d'un pistolet et d'un couteau dans la gare routière de Beersheva. Dans la confusion, un agent de sécurité ouvre le feu sur Avtom Zaroum, 26 ans, pris pour un terroriste. Sur place, la nervosité est palpable. Dois-je vivre dans un monde où j'ai peur de quitter la maison pour suivre mes études, de travailler ou de faire des courses? Tout est effrayant et je veux que la police prenne plus d'initiatives et soit plus présent sur le terrain pour notre sécurité. L'Érythréen est allongé dans son sang lorsque des témoins lui assènent des coups de pied, croyant qu'il s'agit également d'un terroriste. Certaines personnes s'interposent, mais l'homme décédera dans la soirée à l'hôpital. La police israélienne est à la recherche de ceux qui ont frappé l'homme à terre. Les personnes qui sont coincées sur les lieux d'un attentat doivent quitter l'endroit et laisser les forces de sécurité faire leur travail. Nous sommes un État de droit, personne ne doit se faire justice soi-même, c'est une règle élémentaire. Mais le mal est déjà fait et la terrible bavure fait très vite le tour du monde. Dans la presse internationale, l'événement fait même parfois la une. Depuis le début de la flambée des violences, des foules en colère ont déjà cherché à se faire justice à plusieurs reprises. Mais l'Érythréen est le premier abattu dans de telles circonstances en Israël. Ce lundi, dans le centre de rétention de Holot, une cérémonie d'hommage avait lieu. Dans le pays, les condamnations sont unanimes au sein de la classe politique comme dans la presse. Ce lundi matin, le quotidien populaire de droite Yediot Ahronot titrait « La terrible erreur ». Myriam, est-ce que le climat de peur qui règne en ce moment en Israël est une explication suffisante à cette tragédie? Alors suffisante, certainement pas, mais ce sont un des éléments qui ont entraîné cette tragique erreur, ce tragique égarement qui va être bien sûr condamné par la justice. Alors un Érythréen pris pour un terroriste qui a donc été visé par un vigile et puis ensuite passé à tabac par plusieurs personnes sur place parce qu'elles l'avaient pris eux aussi pour un terroriste. Une confusion dramatique qui met le point toutefois sur plusieurs déviations qu'il faut aujourd'hui condamner. La première d'entre elles, c'est que le droit à se défendre et à défendre autrui, tel qu'il en a été demandé aux Israéliens au cours de ces dernières semaines et qui a sauvé plusieurs vies, ne doit pas être confondu avec le fait de faire justice soi-même. Ça a été la déclaration très claire de Binyamin Netanyahou en ce sens. Pas justice soi-même parce que c'est une menace évidente pour la démocratie, c'est une menace également qui peut ouvrir une porte vers le chaos et également la guerre civile. C'est donc une limite à ne pas franchir. Et pourquoi est-ce qu'on est arrivé si près? Eh bien parce qu'on est dans une situation sécuritaire extrêmement sensible où cette même démocratie n'est pas aujourd'hui en mesure de protéger suffisamment ses citoyens qui se sentent menacés. En tout cas, les condamnations en Israël de la part du gouvernement sont unanimes. Alors effectivement, Binyamin Netanyahou tend Moshe Yaalon parce qu'il s'agit aujourd'hui de rappeler les fondamentaux de la démocratie et cette interdiction de se faire justice soi-même. On rappelait également que la lutte qui se passait aujourd'hui, eh bien c'était une lutte contre le terrorisme palestinien, mais pas contre les Palestiniens. Moshe Yaalon, qui à la suite de Binyamin Netanyahou d'ailleurs a fait une autre allocution où il a mis dans cette même allocution une lutte contre le racisme et le terrorisme palestinien. Ne pas confondre les combats. L'ennemi, c'est le terrorisme palestinien, l'ennemi, c'est l'incitation à la haine. Ce n'est ni la population arabe israélienne, ni les Érythréens, ni aujourd'hui les Palestiniens. Et la peur des attentats ne doit pas enchaîner aujourd'hui sur la stigmatisation et sur ces alertes au racisme. Alors la réponse à ces égarements tragiques et meurtriers, eh bien elle sera unique. Ça a été la réponse de Binyamin Netanyahou et de Moshe Yaalon. Ce sera la justice et au-delà des condamnations, le gouvernement israélien va donc être attendu sur un procès qui a une haute valeur symbolique et démocratique aujourd'hui. Voilà, l'enquête a été ouverte pour retrouver les responsables de ce lynchage. Merci Myriam. Et face à cette flambée de violence, Israël continue de prendre des mesures pour
pour tenter de protéger sa population. La dernière d'entre elles, la plus controversée, ériger des murs entre les quartiers arabes et juifs de Jérusalem, décriée côté palestinien. Elle est également côté israélien où on ne veut surtout pas matérialiser la division de la capitale. Reportage à Essaouia, signé Mathias Inbar. Essaouia, l'un des plus grands quartiers palestiniens de Jérusalem. 22 000 personnes y résident et depuis la récente vague de violence, la zone est tendue. Un terroriste, auteur d'un attentat au couteau, était originaire des lieux. Et les affrontements sont quasi quotidiens entre jeunes Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Depuis quelques jours, ces blocs de béton rythment la vie de ces Palestiniens qui, pour la plupart, travaillent du côté israélien. Je comprends la frustration des deux côtés, mais ce n'est pas bon pour personne cette situation. Où est-ce que l'on va habiter dans cette situation? Pour les Israéliens habitants du quartier de French Hill, adjacent d'Essaouia, sa mesure actuelle de sécurité divise. Dès que vous les bloquez et que vous empêchez leur vie au quotidien, ils seront plus en colère. Je suis très marqué à droite, mais il faut trouver une autre solution pour régler ces violences et je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr qu'une vingtaine ou même une trentaine de gardes-frontières et des barrages, ça ne peut que me rassurer. Mais pour la grande majorité des habitants d'Essaouia, la vague de terreur n'est pas responsable du durcissement des mesures de sécurité. Pas un mot sur les attentats au couteau, mais bien sur la politique de Benyamin Netanyahou. Je comprends la colère des Palestiniens, mais je ne vois pas pour quelles raisons les Israéliens ont peur. C'est le gouvernement israélien qui place la peur dans leur cœur et dans celui de leurs citoyens. Le Premier ministre israélien qui a décidé de renoncer à la poursuite de la construction des murs de béton installés la veille entre Jabal Moukaber et Armon HaNatziv. Ces murs auraient dû être également placés à Essaouia. Les juristes proches de Benyamin Netanyahou l'en auraient dissuadé. Raison, séparation de facto de la capitale. Ici, à l'intérieur d'Essaouia, pas de murs de béton, mais plutôt des barrages filtrants. On ne peut pas passer en voiture, uniquement à pied, pour rejoindre l'autre côté de Jérusalem. Et on vous retrouve Mathias Inbar à Jérusalem-Est, dans le quartier de Jabal Moukaber. Alors les barrages sont allégés ce matin, là où vous vous trouvez. Oui, c'est assez surprenant, bonjour Barbara, de venir ici parce qu'il y a ne serait-ce que 72 heures, ici c'était complètement hermétique. Alors pour que vous compreniez où nous sommes à Jabal El Moukaber, derrière moi c'est le quartier de Silouane et ici personne, mais véritablement personne ne pouvait ni rentrer ni sortir, ni même à pied, à la grande différence avec ce que vous avez vu par exemple à Essaouia. Là par exemple, eh bien, vous voyez un exemple typique de ce qui peut se passer ce matin. Une voiture est arrêtée pour inspection. Le conducteur sort, on lui demande de lever son t-shirt et son jean parce que généralement des couteaux peuvent être dissimulés dans les chaussettes. C'est ce qui a été le cas d'ailleurs dans le passé. Et la voiture continue son chemin. Voilà les scènes plutôt quotidiennes ici à Jabal El Moukaber. On nous a dit que les barrages se durcissent en revanche dans le nord de la capitale, Essaouia, Beit Hanina et Chouafat. Mathias, c'est dans cette lutte contre le terrorisme palestinien à noter cette information, l'un des chefs du Hamas en Cisjordanie arrêté par l'armée israélienne cette nuit. Oui, c'est Hassan Youssef. Il est bien connu tout simplement pour être le père du prince vert. Vous savez, celui qui avait écrit plusieurs livres, qui s'est converti au christianisme et qui avait aidé les services de sécurité, le Shabak, à arrêter plusieurs responsables du Hamas. Eh bien, lui vient d'être arrêté par les soldats à Bitounia, ça c'est dans le sud-ouest de Ramallah, pour incitation. C'est lui, selon Tzahal, qui aurait relayé le message d'Ismaël Haniyeh la semaine dernière et Mahmoud Azhar, qui sont les leaders du Hamas dans la bande de Gaza, pour inciter les fidèles du Hamas à passer à la troisième, en clair, prendre les armes et aller également se faire exploser à Jérusalem et en Cisjordanie. Voilà pourquoi eh bien, Hassan Youssef vient d'être arrêté. Merci Mathias. Attention à un autobus derrière vous. Voilà. Restez prudents à Jabal Moukaber ce matin.
Et dans ce climat extrêmement tendu, les Israéliens tentent de ne pas se laisser gagner par la peur et décident de rire malgré tout, même de la situation. Cyril, quelques exemples avec vous ce matin. Oui, alors Barbara, il y a a priori rien de drôle dans la situation, dans la terreur qui frappe ces dernières semaines les citoyens israéliens. Et pourtant, pour faire face à l'adversité, eh bien, les Israéliens ont décidé de faire preuve d'un sang-froid. Allez, à couper au couteau, si j'ose dire. Entre deux mauvaises nouvelles, on voit surgir à la télé ou sur les réseaux sociaux des parodies grinçantes comme celle de ce duo d'humoristes qu'on va voir tout de suite, Eli et Mariano, une parodie d'un clip d'autodéfense dont on a beaucoup parlé ici sur ce plateau pour parer aux attaques au couteau. Elle a fait le buzz sur Internet en mettant en scène, vous allez le voir, un instructeur très malhabile et un terroriste un peu bené. On regarde. Boris, אללה אכבר לפני שאתה מתקיף אותי. בן אדם בא, אני הולך ברחוב, הוא מתקיף אותי. אללה אכבר. רגע. הוא מתקיף אותי. אללה אכבר. אני רואה את הסכין, אני זז מהסכין, שימו לב, הסכין פה, אני פה. בשלב הזה אני יורד לו מתחת לגוף, תופס לו את המותן, עכשיו יש לי את כל הזמן בעולם. Voilà, non, tu l'as pas bien fait. Une autre parodie qui a fait beaucoup de bruit aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est celle du site Rogatka où on voit une parodie d'un cours d'autodéfense aussi, mais cette fois-ci avec des effets un peu spéciaux. Je ne sais pas si on peut voir la vidéo comme ça sans entendre le son. Ouais. Voilà, c'est fait avec un effet très spécial. On la revoit peut-être une seconde fois. Voilà. Donc on en rit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Voilà une manière peut-être pour les Israéliens bien d'exorciser un peu les angoisses, la psychose du quotidien. Évidemment. Alors l'humour, la satire s'invite même en prime time, et pas seulement sur Internet. C'était le cas hier sur la plus grande chaîne de télévision israélienne. Oui, c'est la 2. Autre exemple, celui de l'émission satirique préférée des Israéliens, Eretz, né d'Eretz, comprenez en français un pays merveilleux. Une spéciale a d'ailleurs été consacrée hier soir à la situation, à cette vague de violence. Et quelques jours avant, vous allez le voir, le département graphique de l'émission a posté cette photo sur les réseaux sociaux. C'est un insigne militaire d'une nouvelle unité d'élite, fictive évidemment, une unité cette fois-ci, mais civile, l'unité de la neutralisation, eh bien, qui rend hommage à tous ces civils israéliens qui ont, durant ces 2 dernières semaines, réussi à neutraliser un terroriste avec, on va peut-être revoir l'image, avec les moyens du bord, un parapluie, un nunchaku ou même une perche selfie. Le nunchaku d'ailleurs qui a bien servi à ce citoyen israélien qui, il y a 10 jours à peu près à Jérusalem, avait immobilisé un terroriste dans un bus à l'entrée de Jérusalem, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être parodié sur les réseaux sociaux et d'être figuré, comme vous le voyez, en tortue ninja. Je pourrais également vous parler, Barbara, de ce faux t-shirt faussement mis en vente avec du faux sang sur lequel on peut lire non merci, moi j'ai déjà été poignardé. Et puis sans oublier évidemment l'autodérision plus classique, plus traditionnelle, celle de la caricature de presse avec ce dessin de Guy Morad, scène de panique dans un jardin public, une mère de famille qui dit mais après tout je ne suis en train que d'éplucher une pomme. Vous voyez, donc pour les Israéliens en temps de crise, la meilleure défense, c'est bel et bien l'humour. Avec l'humour, pas la guerre. Merci Cyril. On se quitte pour un nouveau journal avec Eleanor Veil. On se retrouve juste après. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On poursuit par les élections au Canada. Le parti libéral de Justin Trudeau a remporté une très large victoire aux législatives hier face au Premier ministre sortant, Stephen Harper, qui a d'ores et déjà annoncé sa démission. Alors ce fils de l'ancien Premier ministre, Pierre Trudeau, va devenir à 43 ans le 2e plus jeune chef du gouvernement de l'histoire du Canada. Et l'ampleur de sa victoire dépasse toutes les prévisions. Solal Azerwal. Au siège du Parti libéral canadien à Montréal, ces images de victoire félicitent le large succès des libéraux aux élections législatives. 2 ans après avoir pris les rênes du Parti libéral, le fils de l'ancien Premier ministre, Pierre Elliott Trudeau, va succéder au conservateur Stephen Harper. Le Premier ministre sortant a échoué à décrocher un 4e mandat. Les libéraux reprennent donc le pouvoir au Canada, qu'ils ont gouverné durant la majeure partie du XXe siècle. Un grand Premier ministre, Wilfrid Laurier, a parlé des voies ensoleillées.
Il savait que la politique peut être une force positive. Et c'est le message que les Canadiens ont envoyé aujourd'hui. Les Canadiens ont choisi le changement, un vrai changement. L'ampleur de la victoire dépasse toutes les prévisions. Sur un total de 338 sièges au Parlement canadien, le Parti libéral devrait remporter la majorité absolue et être en mesure de former le prochain gouvernement. Un gouvernement qui fait confiance en ses citoyens, un gouvernement au service de tous les Canadiens et les Canadiennes. Ce soir, c'est l'engagement que je prends devant vous. Je serai le Premier ministre de tous les Canadiens. À seulement 44 ans, Justin Trudeau deviendra donc le prochain Premier ministre canadien et suivra la volonté de changement de sa population. Dans le reste de l'actualité internationale, en Afrique du Sud, l'athlète Oscar Pistorius est libre. L'athlète paralympique est sorti de prison ce mardi, comme le prévoyait la décision de la Commission des libérations anticipées. Il aura passé en tout 1 an à peine derrière les barreaux après avoir été condamné à 5 ans de réclusion pour avoir tué sa petite amie. En Europe, la crise des migrants se poursuit. Goulot d'étranglement dans les Balkans en seulement 24 heures. Eh bien, ce sont 10 000 migrants qui sont entrés en Macédoine, un chiffre record qui vient nous rappeler que le flux migratoire est loin de diminuer, mais surtout qu'il dépasse les capacités d'accueil des États. 10 000 migrants sont entrés en Macédoine en 24 heures. Affluant par milliers dans les Balkans, ces Syriens, Afghans et Irakiens fuient les conflits de leur pays et cherchent de nouvelles portes d'entrée dans l'Union européenne. Débordés et réticents à les accueillir, de nombreux pays ferment leurs frontières, notamment la Hongrie de Viktor Orban qui a verrouillé ses frontières avec la Croatie et la Serbie. Since Croatia and Hungary has closed its border to Croatia, we expect all the persons coming through. Depuis que la Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie, nous nous attendons à ce que tous les migrants passent par ici pour rejoindre l'Autriche, ce qui veut dire qu'ils passeront désormais par la Slovénie. Plus de 200 000 migrants sont entrés en Autriche depuis début septembre et les autorités tentent de répartir ces réfugiés. Nous avons là maintenant 500 migrants qui sont venus par la Slovénie jusqu'à ce camp en Autriche. Après les procédures d'enregistrement, ils attendent ici et après nous les emmenons dans différents camps répartis sur tout le territoire autrichien. Mais à Vienne, Berlin ou Paris, la politique d'accueil du gouvernement ne fait pas l'unanimité et les mouvements populistes, en s'alignant sur le discours de Viktor Orban, ont effectué une fulgurante percée dans les sondages. Conformément aux accords de Schengen et à la législation régissant le droit d'asile en Europe, Vienne offre aux migrants la possibilité de déposer une demande d'asile ou de continuer leur route vers Berlin, qui reste pour beaucoup d'entre eux un Eldorado. Et face à cette crise migratoire qui se poursuit donc, un phénomène prend de l'ampleur en Europe, la montée en puissance des partis populistes, des partis à la rhétorique anti-migrants plutôt virulente. Dernier exemple en date, hier soir, vive manifestation en Allemagne du mouvement anti-immigration Pegida. Rudy. Oui, ils étaient plus de 20 000 hier soir à marquer dans les rues de Dresde le premier anniversaire donc, de ce mouvement Pegida qui chaque lundi soir réunit à peu près 9 000 personnes pour protester contre, je cite, l'islamisation de l'Allemagne et de l'Europe, donc un mouvement xénophobe qui s'est pourtant essoufflé ces derniers mois. Par exemple, en janvier, on avait 25 000 manifestants. Pourquoi il s'est essoufflé? Parce qu'il a été touché par la radicalisation. Alors le mouvement a perdu des sympathisants jusqu'à devenir presque moribond. Mais c'était sans compter la crise migratoire qui, comme on l'a constaté hier, a vraiment redonné un second souffle au mouvement. Alors surfer sur les peurs, les questionnements des populations face à la vague migratoire, c'est le fonds de commerce de ce mouvement qui peut gagner en importance. Alors la base électorale, elle est éclectique, elle se nourrit des déçus de la politique traditionnelle, mais la question c'est est-ce qu'ils arriveront à capter réellement cet électorat. Alors je vous propose d'écouter 2 manifestants qui étaient présents hier soir. Ça en dit beaucoup sur le type de sympathisants, pas forcément des néo-nazis, juste des déçus de la politique traditionnelle. Il n'y avait personne d'extrême droite, je n'en ai pas vu. C'était très agréable. Il devait y avoir 30 000 personnes et tous de la classe moyenne. Des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent. Was mich auch beschäftigt wie ihn, dass
Ce qui me préoccupe, c'est que l'Allemagne soit submergée de plus en plus. J'habite à Berlin et quand je prends les transports en commun, le bus ou le métro, je ne vois plus que des étrangers. Voilà, alors la question clé pour le succès de Pegida, c'est de savoir si ces militants vont retourner dans leur parti traditionnel. Les politologues disent que le mouvement pourrait finalement se scinder en deux groupes entre les néo-nazis et les militants conservateurs classiques. Alors si cette coupure se fait, le mouvement va échouer, mais par contre si elle ne se fait pas, il risque de se développer en Allemagne. Alors, autre exemple de cette montée de la droite populiste, pas loin de là, en Suisse, la nette progression du parti UDC ce dimanche aux législatives. Oui, vous l'avez dit, donc ce dimanche, l'UDC, le parti populiste, est sorti grand vainqueur des élections législatives en gagnant 11 nouveaux sièges, portant son nombre de députés à 65 sur une assemblée de 200, ce qui est important. Alors évidemment, sachant que les questions d'asile et d'immigration étaient pour 46% des Suisses la première priorité, l'UDC a évidemment surfé sur ce thème. Mais au lieu de ruer dans les brancards, le parti a joué la carte de la compassion. C'est beaucoup plus fin. On parle d'infrastructures insuffisantes au lieu de parler de rejet pur et dur des migrants. C'est une manière très efficace de déculpabiliser l'électeur. Alors on a mis la traditionnelle virulence de côté. Vous allez écouter le discours tout en nuance justement de Tony Brenner, qui est un des responsables de l'UDC juste après la victoire. Nous devons nous apercevoir que cette répartition n'est pas la bonne. Nous devons envoyer le signal que nous ne pouvons pas donner asile ici et que cela s'applique aussi aux réfugiés de guerre. Cela dit, ils doivent être protégés au niveau local, ce qui nécessite des infrastructures. Et la façon de soutenir ces infrastructures, par exemple en Turquie, est la bonne. Mais accueillir toutes ces personnes en Europe n'est pas la bonne solution. Voilà, les migrants comme catalyseur de l'extrême droite, voilà, qui nous ramène également en France avec un Front National qui dégaine à chaque départ de polémique sur les migrants. Je vous parlais la semaine dernière de cette polémique sur la supposée gratuité des billets de train pour les migrants. Marine Le Pen s'est engouffrée, donc on verra début décembre si cette stratégie est également gagnante pour l'extrême droite française. Merci Rudy. Et dans l'actualité française, justement, deux mots monopolisent les débats. Dialogue social. François Hollande s'est exprimé à ce sujet sur RTL hier matin, quelques heures avant l'ouverture de la 4e conférence sociale. Des débats sur fond d'incidents à Air France, révélateurs pour certains de la situation dans le pays. Elsa Mourgue. Tentative d'apaisement ce matin sur RTL de la part du président. François Hollande a appelé au dialogue alors que la crise sociale est exacerbée par le conflit à Air France où 2900 postes sont menacés. On peut éviter des licenciements à Air France si les pilotes font les efforts nécessaires, si la direction fait des propositions et si les personnels au sol sont aussi conscients de certaines réalités. Nous pouvons éviter les licenciements. L'interview a eu lieu quelques heures avant la conférence sociale, un rendez-vous annuel entre gouvernement, patronat et syndicats instauré par François Hollande. Et pour la deuxième année consécutive, la CGT a décidé de boycotter l'événement, accusant les organisateurs de ne pas mettre sur la table les réelles questions sociales. Une manière aussi pour le syndicat de montrer son désaccord après l'arrestation brutale de plusieurs salariés Air France à leur domicile. Ils sont suspectés d'avoir participé au déchaînement de colère contre un de leurs dirigeants. Dans son interview, le président a également clarifié la position du ministre de la Défense, candidat au régional. Je l'ai autorisé à pouvoir être candidat et être ministre de la Défense et il assumera parfaitement cette tâche. Il conservera donc ses fonctions de ministre. S'il est élu, il connaît parfaitement la règle. La règle que je l'ai posée, c'est celle du non-cumul. Revenant sur le chômage, François Hollande s'est engagé à ce que chaque chômeur se voit proposer une formation allant véritablement vers un débouché avant la fin de son quinquennat. Et on l'a dit, quelques heures après cette interview à RTL, François Hollande donnait le coup d'envoi de la 4e conférence sociale pour l'emploi. Le président a prévenu que faute de rénovation, le modèle social était menacé de disparaître, mais il a garanti que la réforme du droit du travail ne toucherait ni à la durée légale, ni au SMIC, ni aux contraintes de travail. On l'écoute. Le statu quo n'est plus possible. Et l'alternative, c'est la réforme ou la rupture. La rénovation du modèle social ou sa disparition. Jamais les sujets de négociation n'ont été aussi nombreux. Exercice d'équilibrisme pour François Hollande, Myriam Danan, président socialiste, au défi économique très important.
Effectivement, alors François Hollande a voulu peut-être rénover, réformer, montrer que ce dialogue social existait toujours en France. C'était un des grands défis de ce quinquennat que de réinstaurer ce rendez-vous annuel, sauf qu'il n'est pas très suivi et que pour avoir un dialogue social, encore faut-il avoir un interlocuteur. Alors l'alternative de Hollande aujourd'hui, c'est la réforme ou la rupture du dialogue social. Alors oui, répondent les syndicats, mais il ne faudra pas toucher à certains éléments. Et sur ce point, François Hollande les a immédiatement rassurés. On ne touchera pas à la durée légale du travail, au SMIC ou encore au contrat de travail existant. Alors du coup, on va toucher à quoi? Parce que ce dialogue social, eh bien, il est là avant tout pour réformer des réformes dont la France a grand besoin. Alors ce dialogue social, eh bien, les critiques diront que François Hollande, au lieu de le réveiller, il l'a peut-être endormi et que ce marché du travail sclérosé montre aujourd'hui que ce dialogue social a peut-être bien besoin d'une rupture ou encore d'une explosion, comme l'en a menacé la CGT. La CGT qui était la grande absente, une fois de plus, de cette réunion, qui a décidé à 1 an et demi des prochaines élections présidentielles que François Hollande n'était pas ou plus le bon interlocuteur. La question que devraient peut-être se poser également les syndicats de leur côté, c'est en sont-ils un également, sachant que ces dernières années, les syndicats se sont révélés peut-être plus un frein à la croissance qu'un moteur et que c'est peut-être également leur rôle et leur fonctionnement qui est à revoir aujourd'hui pour l'intérêt des travailleurs. Merci Myriam. Et toujours au chapitre économique, cette question, comment la compagnie Ryanair fait-elle pour proposer des prix si alléchants? À en croire un livre choc publié ce mois-ci, eh bien ce sont surtout les employés justement qui doivent en faire les frais. Le prix à payer du low cost, on voit ça avec vous Betsabe. Oui, alors ce livre, il est paru il y a quelques jours. En France, il s'intitule « Bienvenue à bord, la vie infernale d'une hôtesse de l'air low cost ». Et pour cause, eh bien on parle de recrutement qui est trop rapide, en 20 minutes seulement, nombre d'heures de vol hallucinant, absence de congé maladie et même surveillance. Alors à en croire Sophia Lichani, c'est l'auteur et donc une ancienne hôtesse de l'air française qui a quand même tenu 4 ans et demi sur les vols Ryanair. Eh bien le coût du low cost est avant tout un coût social. Alors d'ailleurs les pilotes, elles le voyaient bien, elle racontait ça hier sur RMC, les pilotes au bout du 5e jour, eh bien ils étaient nazes, ils étaient crevée. Alors elle aussi, elle était crevée et non seulement les horaires sont quasi indécents, mais en plus, non seulement les heures dans le ciel sont payées, c'est-à-dire ni l'embarquement avant, ça prend plusieurs heures, ni le ménage après, qui prend aussi beaucoup de temps. Et bien, en plus, Sophia Lichani a calculé que sur les 5000 heures totales de travail qu'elle a effectuées, eh bien, n'ont été payées que 3700 heures. Regardez, ça fait quand même un décalage de 1300 heures qui n'ont pas été payées. C'est ce qu'elle a affirmé. Pourtant, eh bien, malgré ces conditions, la compagnie low cost n'a aucun problème pour recruter, non seulement des jeunes Français, mais aussi des jeunes en Espagne, au Portugal. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des pays où le chômage sévit, des jeunes quand même qui espèrent passer à une autre compagnie dans le futur. Alors on note également qu'avec ce livre, Ryanair n'en est pas à sa première mauvaise publicité. Effectivement, alors première compagnie aérienne européenne, certes, mais en 30 ans de vol, eh bien Ryanair a eu le temps de collectionner quelques anecdotes, alors drôles ou plutôt inquiétantes. En 2012, Ryanair défraie la chronique à la suite de 3 demandes d'atterrissage d'urgence en Espagne. Pourquoi? Eh bien, les avions n'ont pas assez de kérosène, aucune marge de kérosène pour faire des économies, mais du coup, on a besoin d'atterrir en urgence. Les toilettes ont échappé belle aussi aux petites économies de la compagnie, puisqu'en 2013, le PDG a carrément suggéré dans une interview aux Républicains lorrains de supprimer les WC dans les avions afin de faire baisser encore le coût du billet. Un sens de l'humour décidément marqué chez l'Irlandais Michael O'Leary qui en 2010 avait même suggéré qu'un pilote seulement suffisait pour assurer le vol de ses avions. C'était dans Business Week. Alors rassurez-vous, une menace qui n'a pas été mise à exécution. Puis dernier exemple, en février 2014, les passagers d'un vol Londres-Porto ont dû attendre 11 heures avant de décoller, dont 3 heures dans l'avion cloué au sol, sans nourriture et sans eau. Ils ont dû appeler la police pour pouvoir sortir prendre l'air. Et pourtant, l'année dernière, eh bien, la compagnie a transporté, attention, plus de 86 millions de passagers. Comme quoi, elle peut se le permettre. Ouais, merci Betsabe. Et on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu, un journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. On se retrouve juste après. On continuera à parler de la situation en Israël. Restez avec nous.
On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On revient à présent sur l'attentat de Be'er-Sheva. C'est la première fois qu'un bédouin israélien est l'auteur d'une attaque visant des civils et des militaires en Israël. L'auteur de l'attentat, qui a fait 2 morts et 11 blessés, a été identifié sur place dans la gare routière frappée. Eh bien, le traumatisme reste fort après la violence de l'attaque. Reportage sur place, Elsa Mimoun. À la gare routière de Be'er-Sheva, les traces de l'attaque meurtrière sont encore bien présentes, aussi bien sur les lieux que dans les esprits. Parmi les témoins de la scène, Avraham, propriétaire d'une boutique, nous raconte ce qu'il a vécu. J'étais là dans ma boutique et j'ai entendu des tirs. Je suis sorti tout de suite. J'ai vu 2 personnes allongées par terre. On a essayé d'aider le soldat blessé. Je lui ai amené des bandages et des serviettes pour lui faire un pansement. Cette attaque est l'une des plus graves survenues depuis le début de la vague de violence et la deuxième par arme à feu. Même si sur place la vie a repris son cours, les passagers font part de leur inquiétude. Il faut être vigilant, ne faire confiance à personne. Il n'y a pas d'autre choix. C'est notre vie et notre situation. Et cela fait depuis 2000 ans que ça dure. Mais une ombre vient s'ajouter au tableau. Le terroriste n'a pas le profil de ceux qui ont commis la plupart des attentats de ces derniers temps. Il ne s'agit pas d'un Palestinien de Jérusalem-Est, mais d'un Bédouin originaire du village de Khoura, situé à quelques kilomètres de Be'er-Sheva. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait un attentat commis par un Bédouin. J'ai tout le temps pensé que la famille de ce dernier qui a commis l'attaque était une famille respectable. Je crains désormais qu'on nous prenne tous pour des terroristes. On veut faire passer le message que nous ne sommes pas tous comme ça. Il y a des gens qui aiment Israël et pour qui la sécurité de ce pays est importante. Et pour cause, la sécurité mise en place ce matin est minutieuse. Même si aucun portique ou détecteur de métaux n'a été apposé à l'entrée, sacs et caddies sont fouillés tour à tour. La grande question reste à savoir comment le terroriste a pu pénétrer avec une arme de poing dans l'enceinte de la station, rendant la population de plus en plus méfiante. Ils essaient de s'intégrer, mais leur réputation est entachée à cause du terrorisme. Et maintenant, malheureusement, il faut même se méfier d'eux exactement comme nos voisins les Palestiniens. Le Sud avait été plutôt épargné jusqu'à présent de ces violences qui, petit à petit, se sont étendues à l'intégralité du pays. Voilà, et on s'arrête un instant sur l'identité du terroriste de cette attaque de Be'er-Sheva. L'homme était israélien, bédouin, du Negev, et la révélation de son identité a constitué un véritable choc dans le pays. Il faut dire d'abord que les bédouins d'Israël sont considérés comme fidèles à l'État de manière générale. Et parce que certains d'entre eux, une minorité, mais tout de même un nombre assez important, on y reviendra tout à l'heure, servent dans les rangs de Tsahal. Et puis régulièrement dans les médias, on apprend que tel ou tel bédouin est parvenu à des postes de responsabilité haut placés, etc. Il y a des exemples individuels de réussite absolument formidable. Mais il reste que c'est tout de même une population généralement qui souffre d'un statut social très très bas dans l'échelle de la société israélienne. Et puis surtout, le phénomène fondamental de ces dernières années, c'est l'influence grandissante de l'islamisme. Le terroriste Mounad al-Orkbi de Be'er-Sheva, d'après l'un de ses proches, était fasciné par l'État islamiste, par le Daesh. Et donc on voit l'influence qui se retrouve un petit peu aussi dans le mode opératoire. Donc une influence islamiste de plus en plus grande dans les milieux bédouins qui incite un certain pessimisme. Alors en quoi les bédouins justement se distinguent-ils des autres arabes israéliens? Bon, déjà de par leur origine, les bédouins c'est une population nomade ou semi-nomade. On va voir peut-être sur un graphique des données, les principales données qui nous permettront de mieux connaître un petit peu cette population. Donc il y a environ 280 000 bédouins en Israël, donc 3,5% de la population totale. La plupart sont dans le Negev, dans le sud du pays, d'où était originaire le terroriste de Be'er-Sheva, 220 000 dans le Negev et puis également 60 000 dans le nord. Par contre, en Galilée, les bédouins du Negev sont nomades ou semi-nomades. Ceux de la Galilée, en général, sont plutôt sédentarisés. Près de 7 enfants par famille, un chiffre très élevé qui s'explique en partie par le fait que de nombreux bédouins, contrairement à la loi israélienne, Barbara, pratiquent encore la polygamie. Et puis on va peut-être revoir les dernières données. 300 à 400 bédouins par an rejoignent les rangs de Tsahal. Proportionnellement, c'est assez peu.
c'est tout de même en chiffre absolu un poste important et on connaît la qualité des pisteurs et des éclaireurs bédouins dans les rangs de l'armée israélienne, qui connaissent très bien le terrain. Oui, dans les rangs de Tzahal. Alors vous l'avez dit, c'est une population au niveau social extrêmement bas. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées par le gouvernement pour résoudre leurs conditions de vie, pour les améliorer du moins? Un plan a été élaboré il y a quelques années par les autorités israéliennes, le plan Praver, qui avait été promu par l'ancien ministre Benny Begin, le fils de Menachem Begin, avec de très très nombreuses difficultés. C'est un plan qui permettait à la plupart des Bédouins du Negev de se sédentariser dans de bonnes conditions et surtout de légaliser une grande partie des villages bédouins qui n'ont pas de reconnaissance légale pour l'instant parce qu'ils se sont accaparés des terres qui ne leur appartenaient pas. Un vrai casse-tête chinois puisque ces Bédouins doivent se sédentariser pour accéder à un mode de vie moderne et à une qualité de vie supérieure. En même temps, se sédentariser pour les Bédouins, eh bien, c'est renoncer à un mode de vie ancestral et ça ne va pas sans peine, bien évidemment. On considère que la question sociale parmi les Bédouins du Negev sera l'un des principaux problèmes, étant donné la croissance démographique de cette population, l'un des principaux problèmes auxquels seront confrontés la société et l'État israélien dans les années à venir. Merci Dror. Israël est donc toujours au cœur d'une vague terroriste. On l'a dit, 19e jour de conflit ce mardi. Et les mouvements palestiniens ont appelé à une journée de la colère aujourd'hui en Cisjordanie. Mathias Inbar, vous êtes à Jérusalem, dans le quartier arabe de Djabel Moukaber. Alors les dernières 24 heures ont été plutôt calmes dans le pays. Quel est le climat dans la capitale israélienne ce matin ? Écoutez Barbara, le climat est toujours aussi tendu et vous l'avez dit, calme relatif, mais calme qui peut cesser d'un moment à l'autre parce que tout simplement, jusqu'à présent, lorsqu'on a parlé de calme relatif, eh bien quelques heures plus tard, il y avait un attentat parce que les attentats au couteau sont le fait d'éléments isolés jusqu'à présent et personne ne sait quand, si, comment cela va arriver au nord ou au sud de la capitale. Donc pour l'instant, calme particulièrement relative, mais vous le voyez derrière moi, les forces de sécurité sont toujours sur leur garde. Alors Mathias, dans cette guerre contre le terrorisme palestinien, a noté cette information, l'armée israélienne a arrêté cette nuit un des chefs du Hamas en Cisjordanie. Oui, il s'agit de Hassan Youssef, l'un des leaders du Hamas en Cisjordanie. C'était un ancien député du Parlement palestinien, élu légalement, il faut le dire, en 2006 aux élections législatives palestiniennes. Depuis, il a été emprisonné pour activité terroriste. Il a été relâché dans le cadre de l'affaire Shalit et il est accusé par le Shabak, les services secrets intérieurs et l'armée israélienne, d'incitation à la haine, d'incitation surtout auprès de ces hommes à prendre les armes et à surtout passer d'un cran les activités terroristes, c'est-à-dire concrètement se faire exploser au cœur de la Cisjordanie et Jérusalem. Voilà pourquoi il a été arrêté cette nuit. Ça s'est passé à Bitounia, au sud-ouest de Ramallah. Merci Mathias. Et justement, direction la Cisjordanie, la ville de Naplouse. Plus précisément, le grand rabbin d'Israël s'est rendu sur le site du tombeau de Joseph dans cette ville de Cisjordanie. Et ce, après l'incendie des lieux par de jeunes Palestiniens. C'était le week-end dernier. Cette fois, la visite était évidemment très encadrée pour éviter tout nouvel incident. Mais la tension reste vive dans le secteur. Reportage sur place, Maël Benoliel. Il a fait le déplacement en personne, en pleine nuit, pour ne pas attirer l'attention du voisinage. Les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes se sont coordonnées au préalable. Le grand rabbin d'Israël, Yitzhak Yosef, a voulu constater les dégâts par lui-même. Il y a quelques jours, plusieurs dizaines d'habitants de Naplouse ont mis le feu à l'enceinte du tombeau de Joseph, patriarche de la Bible et grand prophète selon le Coran. C'est ce que Daesh fait, ça, que le monde voit ce qu'ils font des lieux saints. Condamné dans la foulée par l'ONU et par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas l'a promis, les auteurs de cet incendie seront traduits en justice et l'édifice réparé le plus rapidement possible. Des promesses auxquelles Nissi Mathias a du mal à croire. Ce rabbin vit depuis plus de 30 ans à Elon Moré, une implantation israélienne de 350 familles. Créée au début des années 80, Elon Moré surplombe la ville cisjordanienne. C'est une sensation très difficile.
Car de notre côté, on fait tellement attention à leur lieu saint, mais eux, la police palestinienne, dans ce cas présent, n'a pas su garder cet édifice qui est aussi un endroit saint pour eux. La nouvelle de l'incendie n'a pas tellement surpris ce rabbin, car plusieurs incidents ont déjà eu lieu ces dernières années. Comme pendant l'été 2014, lorsqu'une tentative d'incendie avait déjà eu lieu dans des conditions similaires. Depuis le début des années 2000 et la seconde intifada, l'autorité palestinienne est l'unique responsable de ce lieu saint des trois religions monothéistes. Elle se doit de l'entretenir et de laisser y pénétrer les pèlerins selon des accords passés avec Israël. C'est un site juif, mais comme pour y accéder, vous devez passer par Naplouse, vous devez prévenir la police palestinienne et être accompagné par Tsahal. Ils se coordonnent entre eux. Nous avons nous aussi souhaité nous rendre sur place, mais sans autorisation au préalable. Arrivés sur les lieux, la police palestinienne nous a demandé de rebrousser chemin. De l'extérieur, nous avons quand même pu constater les dégâts. Après avoir dénoncé cet incendie, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait promis de faire réparer ce lieu saint au plus vite. 3 jours après cette attaque, les ouvriers palestiniens s'affairent déjà à réparer les dégâts. Et dans ce climat, on ne peut plus tendu, voilà que Daesh a décidé d'entrer dans la danse. Les djihadistes de l'organisation État islamique diffusent en ce moment des clips appelant les Palestiniens à prendre les armes. Cyril, vous avez les images. Oui, on l'évoquait hier, Barbara, les Palestiniens ont beaucoup pesté ces 2 dernières semaines devant l'indifférence du monde arabe suite aux violences sur l'esplanade sacrée. En revanche, ils ont obtenu cette semaine un soutien plutôt inattendu, celui de l'organisation de l'État islamique, dans une série de 5 vidéos postées sur les réseaux sociaux sous le hashtag, vous allez voir, décapite un juif. Et oui, Daesh chante les louanges des attaques au couteau des Palestiniens contre les Israéliens et appelle même à libérer Jérusalem. On va voir des images dans un instant. Alors on va les voir plus tard. Ouais. C'est vrai que vous pourriez me poser par exemple la question pourquoi Daesh se prononce là actuellement sur la question palestinienne alors que c'est vrai qu'on n'entend pas souvent se prononcer sur cette question. Eh bien parce que il semblerait que les djihadistes de Daesh aient été séduits par ces jeunes Palestiniens non affiliés ni au Fatah ni au Hamas qui pour la plupart depuis 2 semaines attaquent au couteau des Israéliens. Pour Daesh, la seule lutte qui vaille, c'est celle du djihad au nom d'Allah et au nom de la charia. On regarde un petit extrait tout de suite. أعيد الرعب إلى يهود بتفجير وحرق وطعن. ضم كل ذلك سلت خناجر وسكاكين لترتوي من دمائهم ردا برد وندا بند، وذاك السبيل لأحفاد صلاح الدين جهادا في سبيل الله تحيل الأرض تحت أقدام اليهود بركانا فتجري دماؤهم وتتناثر أشلاؤهم فهلموا للوسيلة. Alors ce qui est important de préciser, c'est que c'est un travail collectif, c'est-à-dire que ce sont les différentes provinces du califat de l'organisation de l'État islamique, califat autoproclamé, qui ont posté ces vidéos sur des sites internet appartenant donc à l'organisation djihadiste. Et dans le clip qu'on va voir tout de suite, ce sont des djihadistes de la province de Ninive en Irak, donc au nord de l'Irak, qui sont à l'honneur et ils se sont bien engagés à envoyer un message aux habitants arabes de Jérusalem. Ça donne ça. Al-jihad, al-jihad. نوصيكم بإعداد العدة المعنوية والمادية لكي ترهبوا بها اليهود. واعلموا أن الجهاد في سبيل الله هو الوسيلة المشروعة الوحيدة التي أوجبها الله في حرب أعدائه المعتدين على ديار المسلمين، وليس المفاوضات أو الانتخابات أو غيرها. أيها المجاهدون استمروا بجهاد اليهود صابرين محتسبين، أرعبوهم بالمفخخات. فها هم جنود الخلافة في الدولة الإسلامية يقاتلون في العراق والشام ويزحفون نحو فلسطين، فإن موعدكم قد اقترب يا معشر اليهود. Habitants de Jérusalem,
habitants de Jérusalem, terroriser les Juifs. Alors pour terroriser les Juifs, les Palestiniens auront droit à différentes options de haut en bas, telles qu'elles nous sont présentées par les djihadistes de Daesh, avec cette infographie bien léchée, comme d'habitude. Alors les frapper, les poignarder, les incendier, les empoisonner, les renverser, les faire exploser, ou encore, méthode un peu plus moyenâgeuse mais tout aussi efficace, Barbara, les jeter du haut d'une falaise. Voilà pour les recommandations de l'Organisation de l'État islamique aux habitants de Jérusalem, musulmans évidemment. Voilà, recommandation très précise. Reste à savoir si les Palestiniens vont être séduits par ce chant des sirènes de Daesh. On l'a vu, ce bédouin israélien notamment avait été radicalisé par la propagande de Daesh. Merci à tous les deux. On se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. On démarre par l'actualité cinéma du jour et cet événement qui en a gardé plus d'un réveillé cette nuit. La raison de ces insomniaques, être les premiers à découvrir la bande-annonce officielle de Star Wars. C'est la chaîne de sport américaine ESPN qui l'a diffusée en prime time hier soir. Laetitia, vous étiez parmi ces insomniaques cette nuit. Tout à fait, c'était pour vous et bien évidemment aussi pour moi que je suis restée réveillée à regarder ces 2 minutes 23 d'images inédites. Alors on avait déjà eu 2 teasers et une première bande-annonce dévoilée au mois d'avril, et voilà Disney, qui est le nouvel acquéreur de la saga Star Wars, a dévoilé à la mi-temps d'un match de football américain ces images. Découvrez-les tout de suite en images. Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. A Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Just let it in. Alors, comment interpréter cette bande-annonce? Alors, tout d'abord, ces images laissent penser que Daisy Ridley, alias Rey, est bel et bien l'héroïne du film de J.J. Abrams. Sa place sur l'affiche aussi officielle le confirmait également. Ensuite, Finn, le Stormtrooper en fuite, joué par John Boyega, tient lui aussi un rôle majeur à ses côtés. On l'entend dire « J'ai été élevé pour faire une chose, mais je ne me bats pas pour rien ». Le grand méchant du film, l'ombrageux Kylo Ren, joué lui par Adam Driver, reste bien caché derrière son masque et vénère celui d'un certain Dark Vader. Mais alors, le
la grosse énigme, c'est l'absence de Luke Skywalker. Hein. Si on retrouve Harrison Ford, alias Han Solo, aux côtés de Chewbacca une nouvelle fois dans cette bande-annonce, eh bien, on ne voit pas Mark Hamill, l'acteur qui joue donc Luke Skywalker. Où est-il, ce Luke Skywalker, hein? Serait-il se cache-t-il derrière cette main qui se pose sur la tête de R2D2? Beaucoup d'énigmes. On retrouve aussi Carrie Fisher pour la première fois, alias Princesse Leia, qui est lovée dans les bras d'Han Solo. Et puis, c'est cette même Leia qui aura le dernier mot de cette bande-annonce. Sa voix intime à un interlocuteur mystérieux. La force, elle t'appelle, laisse-la t'envahir. Merci Laetitia, voilà pour la bande-annonce officielle. Autre question à présent, ça se passe en France. La publicité a-t-elle une mauvaise influence sur nos enfants? C'est en partant de cette affirmation qu'une proposition de loi sera examinée à partir de demain au Sénat, consistant à supprimer la publicité des chaînes publiques pendant les programmes pour enfants. Betsabé. Exactement, alors une éventuelle interdiction de la pub pendant les programmes jeunesse et aussi pendant les 15 minutes qui précèdent et qui suivent ces programmes jeunesse, donc sur les chaînes publiques. Alors, mais précise André Gattolin, c'est le sénateur Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine qui est l'auteur de cette proposition de loi. Eh bien, les messages publicitaires qui sont, eux, d'intérêt général, eh bien, comme le lait, par exemple, seront toujours autorisés. Voilà, tout ce qui est produit d'intérêt général. Alors, car la pub n'a pas qu'une mauvaise influence, elle peut mettre en garde, on le rappelle, elle est parfois moralisatrice. Quand la pub montre les dangers aussi de l'alcool ou les dangers de la route, elle peut même influencer positivement les comportements alimentaires des enfants, comme la consommation de lait qui aurait été positivement influencée, des pubs qui ont parfois marqué d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez, Barbara ? Alors, malgré tout, l'influence de la pub, c'est surtout, eh bien, la malbouffe, justement. 80% des spots publicitaires concernent des aliments qui sont trop sucrés ou trop salés, qui ont d'abord un effet immédiat. Ces spots, eh bien, l'enfant va vouloir tout de suite aller ouvrir le placard et chercher dedans pour trouver lui aussi son biscuit au chocolat, voire va faire une scène à ses parents au supermarché pour avoir les mêmes. Et on note au passage que ces enfants français, ce sont les deuxièmes en Europe qui reçoivent le plus gros argent de poche. Donc, limite, ils peuvent se les acheter eux-mêmes. Et puis, des spots qui, à plus long terme, eh bien, risquent de leur faire développer un goût un peu trop prononcé pour des aliments, on l'a compris, mauvais pour leur santé. Or, cette intoxication publicitaire chez les enfants, elle ne s'arrête pas là. Il y a aussi le détournement de la réalité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, jusqu'à 7 ans, un enfant reçoit un programme publicitaire comme une information qui est vraie. Il reçoit de la même façon les promesses telles que tu vas passer de super vacances. Exemple. Passe des vacances de folie avec le bateau de croisière et le camping-car de Barbie. Ça, les enfants y croient tout de suite. Exactement. Tu vas passer des super vacances. Plus son petit, plus ils y croient. Avec parfois en plus quelque chose qui peut les bouleverser un petit peu, disent les psys, eh bien ce sont ces rôles systématiquement inversés entre parents et enfants. Exemple. Alors, papa, je vais t'expliquer comment on mange un Oreo. Attention, c'est très compliqué. D'abord, on tourne. C'est pas. Hop, 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 hop. Après, on lève. T'es pas obligé de dire mais moi, je peux pas m'empêcher. Après, tu remets un bisou d'amoureux. Tu crampes dans le lait. Et après, tu manges. Tu peux essayer? Non. Ouais. Alors apparemment les parents ils en ont aussi justement un petit peu ras-le-bol de ce rôle inversé. En tout cas ils seraient plutôt pour cette proposition anti-pub. 71% selon un sondage IFOP des Français approuvent cette proposition de loi. Ils approuveraient sans doute aussi la suppression d'ailleurs des pubs dans les programmes jeunesse sur les chaînes privées. Mais là bien sûr c'est une autre histoire. D'argent. Voilà, une question d'argent. Et d'argent, les chaînes risquent d'en perdre aussi en supprimant tous ces spots destinés aux enfants. Exactement. Les chaînes publiques pourraient perdre, attention, 7 à 8 millions d'euros par an avec cette mesure. C'est un quart des revenus. Autant vous dire que ça tombe mal. À l'heure où France Télévisions cherche un peu de nouvelles sources de financement, pense même à supprimer cette interdiction des pubs après 8 heures. Alors on verra demain si ce défi financier aura raison de la mauvaise influence de la pub chez nos enfants. Voilà, réponse demain. Débat
intéressant en tout cas, merci Betsabe. Allez, on va parler un peu mode et plus précisément des mannequins lingerie. Aujourd'hui, la tendance est aux formes rondes et voluptueuses. Alors la célèbre marque de lingerie, Chantel, a choisi comme égérie une Australienne, Robin Lowley, qui affiche fièrement sa taille 44. La mode des plus size arrive aussi en Israël. Fleur Citruc a rencontré une jeune mannequin lingerie qui fait du 46-48. On regarde et on en parle juste après. Jamais Shir n'aurait imaginé un jour être mannequin pour de la lingerie. Toutes les filles rêvent d'être des princesses, d'être dans les magazines. J'ai toujours voulu être mannequin, mais jamais je n'imaginais que ce serait possible. J'ai toujours été la petite grosse. Et d'un seul coup, voilà, mon rêve s'est réalisé. L'histoire de cette jeune Israélienne de 24 ans, originaire d'un kibboutz situé près de Gaza, ressemble à un conte de fées. Je n'avais rien planifié, j'étais juste cliente chez Pipa quand Michal m'a vue et m'a proposé de poser pour la marque. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Jamais je n'aurais pensé devenir modèle, à moins de perdre 50 kilos. Et voilà que je suis mannequin avec ma taille 46-48 et je ne suis pas différente des autres mannequins. Aujourd'hui, la mode est aux rondes, aux modèles plus size comme on les appelle. C'est une mannequin grande taille qui a fait sensation lors de la Fashion Week de New York cet automne. Michal est la créatrice de la marque Pipa, qui vend des vêtements et de la lingerie grande taille sur Internet. C'est une tendance très forte. Aujourd'hui, partout dans le monde, on fait monter des mannequins plus size sur les podiums. En Israël, on a encore du retard, mais ça arrive doucement. À Pipa, nous avons été pionniers. Nous ne photographions que des modèles qui correspondent aux tailles vendues sur notre site, jamais en dessous. En 6 mois, Shir est devenue l'égérie de la marque Pipa et responsable de la collection lingerie. Ce modèle noir est jeune, sexy, il tient bien en place. C'est un soutien-gorge avec des armatures, des bretelles larges et des coutures renforcées. Il est parfait pour un rendez-vous galant et se sentir sexy à l'intérieur comme à l'extérieur. Le plus important ici, c'est le confort. Ici, pas de complexe, toutes les tailles sont disponibles jusqu'au 135K. Shir choisit ses modèles dans le monde entier. Son credo, on peut être à la fois ronde et sexy. Pas la peine de porter des soutiens-gorge de grand-mère quand vous avez une forte poitrine. Le violet est très tendance. J'en ai commandé pour notre nouvelle collection automne-hiver dans toutes les nuances. Du violet profond au rouge. Mais de toutes les façons, on ne porte pas un soutien-gorge pour le montrer au monde entier. Il faut choisir le modèle qui nous plaît en fonction de notre humeur du jour. Devant le succès rencontré par ses soutiens-gorge, Pipa va encore élargir la gamme de sa lingerie féminine. Mais pour Shir, la révolution des rondes est déjà en marche. Ça me rend heureuse que les femmes et les jeunes filles voient mes photos avec mes rondeurs. Elles peuvent s'identifier à moi alors que c'est difficile avec des mannequins trop minces. Voilà, Fleur, vous signez ces images. Est-ce qu'on peut dire que la mode des mannequins longilines, extrêmement minces à la Kate Moss, c'est fini? Oui, alors c'est terminé le 36 fillettes. Barbara, vous pouvez aller vous rhabiller. Les mannequins lingerie, elles affichent aujourd'hui largement leur forme, taille 48, 50, 52. Et je vous parle même pas des tailles de bonnet. Là, il faut aller chercher très 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 loin dans l'alphabet pour trouver le numéro. C'est pas A, B ou C. Donc, ce sont ces mannequins plus size qui ont fait l'événement lors de la Fashion Week à New York avec Ashlam Graham pour présenter sa nouvelle collection de lingerie grande taille. On la voit là à l'antenne. Elle est quand même splendide. Elle est très jolie. Et ce mannequin plantureux, sachez-le, elle est aussi une grande activiste de l'image corporelle. Alors, c'est pas encore gagné pour les femmes rondes, même si elles gagnent en visibilité sur les podiums, on l'a vu. La majorité des mannequins dans les défilés restent extrêmement minces, presque rachitiques. Oui, d'ailleurs, c'est pour tenter de lutter contre ce diktat de la mode que 5 mannequins plus size
size, comme on les appelle. Elles ont créé l'association ALDA. ALDA pour promouvoir la diversité dans ce monde de la fashion, de l'entertainment. Et on retrouve évidemment l'américaine Ashley Graham, mais aussi Julie Anderson ou Dalian Redman. Toutes ces filles, elles posent pour elles glamour, donc elles ont du succès et elles sont encore une fois splentureuses, rondes. Elles assument leur forme, mais il faut savoir que cette tendance qui vient des États-Unis arrive en Europe et en Israël. Elle est motivée aussi par le business, parce que les clientes sont de plus en plus rondes, du coup il faut des habits ronds et des grands habits, pas des habits ronds. Et il faut des mannequins pour les porter, mais tout de même que ces mannequins montent aujourd'hui sur les podiums, ça reste une petite révolution. Voilà, c'est ça la nouveauté. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau, Fleur. Et toujours au chapitre mode, cette question: existe-t-il une identité nationale dans le monde de la haute couture et du prêt-à-porter? Alors qui, de la France, des États-Unis ou de l'Italie, de l'Angleterre même, a l'apanage du style? Eh bien, si la réponse existe, le cloisonnement est loin d'être vérifié. Lacoste, la célèbre marque française, a fait sensation à New York cette saison. Léa Bouchoucha. Excellence et savoir-faire, stratégie business, le luxe français a le vent en poupe. Et de nombreuses maisons françaises n'hésitent pas à franchir les frontières de l'Hexagone, s'affichant outre-Atlantique, à New York, au centre de la Fashion Sphère. Après avoir quadrillé Paris, la province et l'Europe, les pépites françaises du luxe accessible, Maje, Sandro et Isabelle Marant, font du bruit à New York. Les marques ambassadrices de la culture française explosent, mais pas que. La jeune génération montante a émergé à la Mecque du shopping lors de la très célèbre semaine des défilés new-yorkaises. Être une marque française est un gage de crédibilité auprès du marché international de la presse et des acheteurs. Et aujourd'hui, le mouvement s'accélère. Et c'est le cas d'une jeune créatrice française, Maud Helene. Véritable pépite de la mode made in New York, la Française a fait sensation avec sa simplicité revisitée. Goût pour l'artisanat, souci du détail et amour pour les lignes pures et simples, l'artiste, installée à Brooklyn, propose des chemises et robes blanches en popeline de coton d'Italie. Car c'est ça aussi le miracle américain. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces belles images de mode. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu, sur i24 News. Passez une belle journée. À demain. Portez-vous bien.